Faisal reçoit un mystérieux faire-part provenant de Cisjordanie. Lui, qui a coupé tous les ponts avec sa Palestine natale, se retrouve électrisé par cette nouvelle. Il doit retourner là-bas. Non pas pour le décès de cette femme, qu'il semble ne pas connaître, du moins ne pas se souvenir, mais parce qu'il en ressent le besoin irrépressible. Il doit rejoindre son village de Jebailin, sa maison d'enfance, son palais des 2 collines. C'est dans cette maison qu'il va vivre cloîtré pendant plusieurs jours, entamant un long monologue avec ses ombres, avec ses fantômes. Le palais des 2 collines, c'est le récit de ces trésors de mémoire que l'on troque contre des lendemains qu'on espère paisibles, mais qui reviennent vous hanter à tout jamais. Karim Katan est un écrivain franco-palestinien. Il est docteur en littérature, auteur de 2 ouvrages, Préliminaires pour un verger futur et Le palais des 2 collines, publiés tous 2 aux éditions Elisade. Aujourd'hui, il me fait le plaisir de m'accorder un entretien. On va parler de ses livres, de ses inspirations, de son processus d'écriture. Je vous emmène avec moi, j'espère que ça vous plaira. On y va, let's go. Distinction, en fait, que c'est vrai que, enfin, en tout cas pour moi, tel que je l'ai écrit, il est un peu des deux, en fait. Et parfois, enfin, par exemple, je saurais pas trop dire si c'est un texte qui est, disons que c'est un texte qui est à la fois parcouru de pas mal d'espoir. Enfin, c'est un personnage, pas lui, pas le narrateur, mais tous ceux qui sont autour de lui, ils témoignent quand même d'une espèce de forme d'espoir un peu comme ça, qui s'élabore au fur et à mesure du texte. Et en même temps, c'est un texte très violent et très noir, enfin, vraiment très, très obscur, quoi. Et il y a une espèce de paradoxe un peu permanent comme ça dans le texte entre ces deux manières, je pense. Je sais pas si c'est à ça vraiment que tu faisais référence, du coup, mais c'est vraiment deux manières un peu, soit ancrées complètement dans le passé et dans la destruction, soit dans un avenir. Exactement, c'est à ça que je faisais référence et du coup j'en ai vraiment eu 2 lectures et j'ai eu l'impression d'être passée à côté la première fois et je me suis dit mais mince quoi. Donc pour ceux qui vont voir la vidéo, lisez-le 2 fois si je peux vous le conseiller. Euh, En tout cas, je vais brièvement résumer de quoi parle l'ouvrage. Donc, c'est Faisal qui reçoit un faire-part de décès. Donc, il a quitté la Cisjordanie depuis plusieurs années. Et en recevant ce faire-part, il ressent le besoin irrépressible de retourner là-bas, de retourner chez lui. Euh, Est-ce que la thématique de cet ouvrage pour toi, c'est de parler de cette Palestine qui s'évapore et qui finalement, tu es en train d'essayer de la retenir par les imaginaires, par une sorte de dialogue entre le vivant et les morts? Oui, 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 je dirais, j'ai du mal à choisir, disons, à désigner une thématique unique pour ce roman, parce qu'il est un peu explosé en fait en plein de directions, plein d'imaginaires différents. Mais clairement, on sent, je pense que pour parler à la place de Faisal, donc qui narre l'histoire, donc qui écrit une lettre en fait, il y a clairement une volonté de dire euh, d'écrire avant la disparition, en fait, effectivement, de mettre sur papier ou sur quel que soit le médium, en fait, des descriptions, enfin, des descriptions vivantes de ce que c'est que ce territoire pour lui et de l'épaisseur historique de ce territoire aussi. Donc, pas seulement un territoire. C'est pas la Palestine seulement comme symbole, en fait, mais c'est la Palestine comme terre vécue de gens, de plusieurs générations de gens. Là, on entre aussi dans ce dialogue intergénérationnel. Et terre imaginée par ces gens aussi. Donc ce balancement un peu, c'est marrant parce que je pense plusieurs fois, on m'a demandé si, enfin, c'est quoi, pourquoi il y a une Palestine imaginaire, est-ce que ça veut dire que la Palestine n'existe pas, etc. Les choses sont toujours un peu plus compliquées en fait. C'est comme si, genre, parfois on me disait, ah, mais tu as été pris à ton propre piège, ça veut dire qu'il n'y a pas de Palestine en fait. Et je suis là, non, mais en fait, les endroits vivants sont des endroits aussi imaginés en fait. C'est des endroits qui sont, je sais pas, construits en permanence en fait, par les gens, par les mémoires, par l'écriture, par tout en fait, par tout ce qu'on produit et qu'on vit en tant qu'être humain. Et je pense plus que la retenir, c'est la retenir, bien sûr, mais c'est peut-être la donner à voir d'une manière, j'allais dire complexe, mais pas forcément complexe, juste hyper diverse et contradictoire.
et avoir Ouais. accès à cette contradiction. On a le droit d'être contradictoire, en fait. Et ça fait partie. Mais tu la nommes aussi, je l'ai surligné dans ton ouvrage, tu le qualifies de pays de cocagne, terre de cocagne. C'est ça pour toi, en fait. Oui, oui, c'est vrai que. Alors là, je pense que tu me poses une colle, parce que si je ne me trompe pas, quand il parle de terre de cocagne, est-ce. Ah, j'ai un trou. C'est dans la perception que les autres ont de cette Et, terre. et c'est particulièrement quand il parle, je crois, de Nawal et Ibrahim, donc ses grands-parents, qui créent une terre de cocagne, je C'est crois. ça, c'est ça. Ah bon, ça va. Mais j'ai trouvé en tout cas que le symbole était intéressant et je voulais le mentionner. C'est exactement ça finalement. Et aussi parce que, d'ailleurs, ici, j'utilise terre de cocagne aussi, pour plein de raisons. Pour décrire les idéaux de ses grands-parents également, mais également pour enfin pour détourner en tout cas un peu la notion. Peut-être qu'il l'utilise ailleurs, mais ça je pense pas, ou en tout cas c'est pour le déconstruire, c'est pour pas dire terre promise aussi. C'est autre C'est chose, c'est ça. pour aller au-delà et T'as à envie d'aller côté. plus loin, c'est ça. Voilà, c'est ça en fait. Enfin, c'est des nouveaux mots en fait aussi. Enfin, c'est des vieux mots, terre de cocagne, mais appliqués à cet endroit, voilà, c'est trouver des nouveaux mots ou des mots non Bah utilisés. ouais, ça, j'ai été surprise, donc ça m'a fait plaisir de pas lire Terre promise et de lire un autre adjectif, donc voilà. D'ailleurs, tu sais, on distingue nous dans l'histoire la période de la préhistoire, bah, de l'histoire comme on l'entend maintenant, par la capacité qu'a l'homme à s'écrire, en tout cas à se retranscrire et à se raconter. Est-ce que toi, avec le palais des deux collines et ce dialogue intergénérationnel, c'est ce que tu veux faire. Et en même temps, c'est pas que, on n'est pas que sur quelque chose qui est passé, un dialogue avec quelque chose qui est passé, tu le projettes aussi dans le futur à la fin, un peu. Est-ce que tu veux donner finalement à ces gens-là une sorte de lendemain, entre guillemets, un futur potentiel? Euh, Désolée, la question est complexe et Non, non, au contraire, merci beaucoup. Non, une super question. Mais euh, je me demande, hein, parce que je pense pas, de ce point de vue-là, je pense pas avoir eu en fait, dans l'écriture du personnage, en fait, de Faisal, de l'élaboration de sa voix, en fait, parce que c'est une voix assez particulière que j'ai mis du temps un peu à trouver, à savoir comment je voulais qu'il parle, en fait. Euh, d'ailleurs, donc, il a une manière de parler qui est, tu t'attends pas du tout à ce qu'il soit aussi incisif. ah, c'est cool. Ah, bah. Pas du tout, tu vois, quand au départ il dit elle est morte et c'est bien fait pour elle, et tu te dis wow, où est-ce que j'ai mis les pieds, tu vois? Et Parfois, il est incisif. Ah, au contraire, il est hyper. c'est ça. Enfin, moi, il est méga poétique, machin. Enfin, il se perd aussi. Enfin, il fait un peu des deux, en fait. Pareil, c'est vraiment. Enfin, et justement, je voulais vraiment qu'il parle comme ça, qu'il y ait des moments où il y a des digressions. En plus, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, voilà, il tourne en rond. On ne sait pas trop parfois pourquoi il raconte des trucs. Il est obsessionnel, etc. Il est obsédé par le passé. Et en même temps, il a eu, on sent, voilà, une espèce de désir de destruction presque pour aller dans l'avenir, en fait. Ouais, Il est en donc il y a cette histoire de détaché, quoi. projection De finalement dans libérer. le Ouais, absolument. absolument. Et je sais pas s'il y, enfin, sans, je sais pas s'il y parvient, du coup, mais en tout cas, il essaye. Enfin, c'est vrai qu'il est, Il y a cette en fait, il est volonté-là. pris. Ouais, il y a cette volonté, voilà. Il y a la volonté, et puis les On se choses se demande font. si on se demande déjà si au départ si à ma première lecture s'il est fou ou s'il parle vraiment à quelqu'un et en fait c'est ça, c'est ce jeu-là qui est intéressant et qui te donne envie de le relire pour bien comprendre. C'est un travail. Il y a une double lecture, une grille de lecture qui est intéressante en tout cas. Et je voulais le mentionner parce que je crois que tu es le cofondateur d'une résidence artistique. El Atlal, c'est ça? Les ruines? Oui, on a fait avec plusieurs amis, on a cofondé une résidence d'artistes et d'écrivains à Jéricho. Et on a accueilli voilà, tous les ans des artistes et des écrivains pendant 5 ans. Là, on est un peu en suspens parce que entre le coronavirus, Ouais. les confinements, tout ça, là, on ne sait pas trop. On verra ce qu'on fait à l'avenir. Mais ouais, pendant 5 ans, on a vachement travaillé sur voilà, accueillir des Palestiniens et des étrangers pour passer un mois à Jéricho, travailler, produire
des objets culturels, artistiques, Mais c'était... tu l'as dit en interview, si je ne me trompe pas, c'est que tu cherches à ce que des artistes du monde entier viennent à Jéricho pour produire de l'art, mais pas spécialement que sur la Palestine. Tu veux qu'ils soient là, mais pour produire, Oui, pour absolument. créer. Mm. Ça, c'était une question sur laquelle, avec tous les cofondateurs de El Atlan, on réfléchissait vachement, où en fait, c'est assez complexe, mais disons qu'à la fois, quand on réduit la Palestine à seulement être la Palestine, on, on l'isole du reste du monde, en fait. Et paradoxalement, à mon avis personnel, je pense qu'on la dépolitise en faisant ça. Parce qu'on fait, par exemple, de la question palestinienne une question très périphérique qui ne devrait intéresser que les gens qui s'y intéressent. Or, je pense que c'est une question beaucoup plus générale que ça, la question de la Palestine. En fait, c'est une question qui met en jeu énormément de choses qui parlent au monde entier, de manière très différente, pour des raisons très différentes, mais qui parlent vraiment au monde entier. Et il y a toujours que ce soit dans ce qu'on réfléchissait avec El Atlal ou dans beaucoup d'autres, moi dans ma pratique personnelle d'écriture, etc., il y a toujours, je pense, ce désir de pas cantonner la Palestine à la Palestine, en fait, de lui donner accès à, enfin, pas de lui donner accès, genre, moi, je vais donner accès à la Palestine, mais en tout cas, d'essayer, dans ce que moi j'écris, de donner accès à quelque chose de plus général, ouais, de la Palestine, de ce qu'elle peut représenter pour d'autres que seulement pour nous ou seulement pour ceux qui s'y intéressent. C'est intéressant parce que quand je t'entends parler depuis le début de cet entretien, on sent que finalement, tu parles de Palestine, mais tu as envie de briser les frontières, à aller au-delà de l'espace géographique, que ce soit par ton territoire des imaginaires ou par l'art. Donc c'est une dimension ouais, qui me plaît beaucoup, qui est très intéressante. D'ailleurs, il y a une formulation au début du livre que tu as employé. Tu parles de lune bédouine. Ouais. Tu dis, je suis née d'une lune bédouine. Et en fait, la lune, c'est l'astre qui régit le plus l'équilibre de nos vies. Donc, je me demandais, est-ce que en prononçant ce mot, en disant je nais d'une lune bédouine, tu ne parles pas finalement de quelqu'un qui naît dans un grand déséquilibre? C'est quoi, ça représente quoi pour toi une lune bédouine? Effectivement, je pense. Alors la Lune, en plus, c'est quand même un symbole essentiel dans la région, dans l'islam. Bon, même si c'est une famille chrétienne, du coup, la présence de la Lune qui régit un peu une certaine temporalité est fondamentale, en fait. C'est aussi une forme. En fait, la Lune bédouine, d'ailleurs, ça ne veut rien dire, hein. Enfin, Oui, au sens où il n'y a pas, enfin, il n'y a pas particulièrement un truc qui s'appelle une lune bédouine. Enfin, c'est juste des connotations. Et justement, je voulais un peu jouer avec ça parce que je me suis dit, il y a des gens, ils vont penser qu'il y a un truc qui s'appelle la lune bédouine. Et c'est cool aussi, enfin, du coup, pourquoi pas. Mais il y a surtout que c'est, enfin, comment dire, en fait, c'est assez ironique. C'est un truc qui revient beaucoup dans ce texte aussi. C'est que là, on est quand même dans c'est des énormes bourgeois qui n'approcheraient pas d'un bédouin à des kilomètres à la ronde aussi. Enfin, il y a un mépris total pour d'autres classes sociales, pour d'autres réalités sociales aussi. Donc il y a toujours un paradoxe un peu comme ça. Ils sollicitent l'imaginaire des Bédouins parce qu'ils trouvent ça un peu poétique, mais en même ouais, temps, ils n'y souscrivent pas. Et en même temps, effectivement, je voulais donner un peu cette idée que il est mal né, en fait. C'est pour ça, quand il revient et qu'il reste longtemps sur un peu la description voilà, du moment où il est né, il y a ce truc où il est ouais, mal tombé en fait. Enfin, mal tombé en tout cas, tombé, ouais, comme tu dis, je pense, dans un déséquilibre. Et après, voilà, lune bédouine, ce que ça, en termes poétiques, ce que ça évoque, ce que ça sollicite, c'est un peu les idées, voilà, de nomadisme, d'errance, etc. Donc, qui informe vachement son personnage à la fois, voilà, qui est un peu errant, même si le corps du texte lui-même, il est juste dans sa maison, donc il bouge pas, mais sa parole est vachement errante en fait, et donc il y a quelque chose de ça dans cette lune qui le détermine. tout à fait. D'ailleurs, on le sent assez en rage en fait, tout au long de l'ouvrage, bah, dès les premières pages. Et je me demandais pourquoi. On a l'impression qu'il en veut à sa famille, qu'il en veut, ou peut-être qu'en discutant maintenant, il en veut d'être né là où il est né.
Et oui, enfin, c'est un peu ça. Il en veut à ses origines. On le sent en tout cas vraiment très, très en rage, très Il en veut à tous. tourmenté. Ouais, Oui, oui, tourmenté. absolument, il en veut. Ce que je raconte d'habitude, c'est qu'en fait, la rage, c'est le premier truc. Quand j'ai commencé à écrire, la première intuition, c'est que je voulais que celui qui raconte l'histoire ait la rage. Vraiment, c'était ça. Et en D'accord. fait, dans les premières versions, il était encore plus. Il avait vraiment la rage. Enfin, il était beaucoup plus violent dans ses propos, beaucoup plus. Enfin, ouais, beaucoup, beaucoup plus violent. Puis au fur et à mesure, il y a d'autres choses qui ont émergé. Mais c'était la première intuition, c'était que je voulais laisser de la place à ça. Aussi euh, parce que ça exprime quelque chose du colonisé aussi. Le colonisé, il a la rage, en fait. Tout à Enfin, fait. Mm. c'est quelque chose de fondamental, en fait. Et en général, on aime bien, comment dire, genre, le cacher un peu pour dire, oui, je sais pas quoi, le dialogue, l'humanisme, il faut, je sais pas quoi. Mais en fait, non, fondamentalement, il y a une rage Il y a une rage. très forte. Et je pense qu'elle mérite d'être exprimée comme elle est. Une rage, une violence verbale, physique, etc., qui a besoin d'être exprimée. Et je voulais un peu aller prendre le contre-pied un peu de ce qu'on attend un peu d'un écrivain palestinien, enfin d'un écrivain, enfin, ce qu'en France on attend un peu d'un écrivain arabe. On adore les écrivains arabes qui racontent des trucs un peu, qui est un peu mignons, tu vois, qui se Ouais. lamentent de l'extrémisme religieux, puis qui imaginent des trucs. Enfin, tu vois, moi, non seulement ça m'intéresse pas, mais en plus je trouve ça assez Mais pervers. c'est ce Et je qui est voulais pas être dans chouette. ça. Je voulais dire, bah non, en fait, c'est un gros vénère. C'est ça. C'est ce qui est chouette, c'est qu'il a la rage. En plus, il est homosexuel, il est de confession chrétienne. Donc en fait, on prend vraiment le contre-pied et on se prend une sacrée claque. On, quand on lit, on a l'ouvrage, c'est un super objet livre, esthétiquement, il est canon. Le titre du livre, Le Palais des Deux Collines, tu t'attends vraiment à quelque chose de très poétique, très limite, à la limite du romantique, et finalement, tu te prends vraiment une sacrée claque. Et comme je le disais en début d'entretien, mais il faut deux lectures quoi, pour s'imprégner complètement du message. Et waouh, quelle claque! Bah, merci, franchement, ça me fait plaisir parce que, non, ouais, C'est ouais, vraiment, je le recommande et je continue à l'offrir. Et merci. d'ailleurs, je me posais la question parce que je crois l'avoir lu ou l'avoir entendu aussi. Tu vis entre Paris et la Palestine, c'est Ouais, ça? Plus ou ouais, moins? Enfin, tu avant fais la des... pandémie. Avant, ouais. Et, mais par contre, tu n'arrives à écrire que là-bas, c'est ça? Ah oui, j'ai dit, c'est vrai que j'ai raconté. Non, en fait, oui, j'ai dit, c'est moi, je l'ai dit dans un entretien il n'y a pas longtemps. En fait, c'est plus que je me suis rendu compte, mais c'est pas si absolu non plus, hein. C'est pas que j'écris que là-bas, mais c'est vrai que j'ai pu le dire comme ça, mais c'est surtout que là-bas, en fait, c'est juste que je suis beaucoup plus, j'ai l'impression, sollicité et enraciné par un imaginaire là-bas. D'accord. En France, je suis un peu plus flottant. Et donc, du coup, je me retrouve, c'est juste que sans y accorder, enfin, tu vois, sans y accorder trop d'importance, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je suis là-bas, j'écris beaucoup plus. Tu retournes aux sources et finalement ça jaillit un peu et t'es inspiré? Ouais, puis, Wow. genre, t'as quand même plus autour de toi, enfin, t'as quand même une urgence très différente Ouais. là-bas. Du coup, t'es dans un rapport un peu différent au monde, Autant aussi. au temps, à l'espace, tu vois, c'est vraiment assez différent de ce point de vue-là. Et t'as un malaise spécifique qui fait que peut-être, je sais pas, tu rêves plus, enfin, je sais pas, tu écris plus, t'es plus, t'as plus. Moi, j'ai pas la rage de Faisal, mais un peu, tu vois, et donc peut-être qu'elle là-bas, elle est plus facile à imaginer, à écrire, à décrire, etc. Alors qu'en France, je deviens un peu plus mou. Enfin, je sais pas trop, mais c'est vrai que je remarque un peu ça à chaque fois, cette opposition, quoi. Et du coup, tu peux nous parler de ton processus d'écriture? Quand est-ce que tu écris? À quel rythme? Je- Tu peux nous Pardon, parler de ton... t'as coupé en fait. Ah, mince. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Je t'entends Ouais. juste, ça coupe un petit peu. Euh, Ton processus d'écriture, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors, ça dépend vachement des projets et des ouvrages. Donc, moi, j'écris en français et en anglais, donc des choses assez différentes. Du coup, déjà, ça, il y a vraiment une petite différence dans la manière dont je me rapporte à ces deux langues. Euh, Par exemple,
pour, par exemple, disons le Palais des Deux Collines, donc comme je t'ai dit, d'abord, l'un des trucs du processus, c'est qu'au début, j'ai commencé par genre un peu l'intuition d'une voix. Alors j'étais là, ouais, j'ai envie d'explorer euh, un personnage qui parlerait comme ça. Donc j'ai commencé par ça. Et ensuite, alors c'est peut-être un peu paradoxal, ça dépend des fois, mais je suis soit méga organisé, soit totalement désorganisé. Ça dépend vraiment du truc, quoi. Et le palais, après avoir un peu exploré la voie, l'autre truc qui venait, c'était des images que j'avais envie de décrire, des paysages, des trucs, tu vois, le palais lui-même, il y a une serre que j'avais trop envie de décrire, la maison de Joséphine, le resto de Géade en face. Enfin, il y avait des trucs donnés comme ça que je voulais écrire et imaginer, que j'imaginais très illustrés en fait. Enfin, vraiment, je les voyais, ouais, je les voyais vraiment illustrés. C'est des endroits qui existent ou que tu as imaginé? Non, non, totalement Totalement imaginés. imaginé. Ouais, donc qui ont des aspects, enfin. Le restaurant Djihad, enfin, il ressemble un peu à des restos à houmous, tu vois, genre qu'on trouve un peu partout, tu vois, partout, mais après, non, non, c'est complètement fantasque. La maison de Joséphine, elle ressemble à certains trucs. Le palais des Deux Collines, il Ça, ressemble à certaines choses, mais bon, après, il est totalement imaginaire. Mais j'avais vachement envie, voilà, de décrire des trucs. Donc ça, c'était l'autre truc. Donc le palais, il y a eu la voix, puis il y a eu, j'ai envie qu'ils racontent, enfin, ils décrivent des endroits, et au fur et à mesure, il y a d'autres trucs qui ont commencé à orbiter autour et que j'ai constitué au fur et à mesure sur un temps donné pour ça. Après, par exemple, quand j'écris des nouvelles, c'est très différent. Mon premier livre, qui est un recueil de nouvelles que j'ai également publié chez Elisade, il était beaucoup plus d'emblée. Par exemple, une nouvelle donnée, je savais exactement ce que je voulais explorer dans la nouvelle, je savais exactement quelle voie c'était, et, genre, et c'était presque. C'était un long travail par ailleurs, mais c'était presque chronologique. d'accord. Il y avait un rapport plus direct à la manière dont l'histoire se déroulait, parce que après, c'est parce que aussi, c'est deux modes d'écriture très différents. D'écriture. Chacun D'ailleurs, je leur, l'ai commandé et on en rediscutera. Je dois le recevoir en début de semaine. Ah ben, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Parce qu'il est très différent. Il est vraiment très, très Ouais, différent. je crois que c'est une des histoires d'amour. C'est ça qui se passe un peu partout dans le monde, pas qu'en Palestine. Ouais, donc, qui sont liés à la Palestine, mais en fait, justement, bon, déjà, en plus, j'ai écrit il y a quelques temps, donc l'écriture est différente. Euh, les thématiques, pour le coup, sont un peu différentes, et justement, alors même que moi, je n'avais pas écrit comme ça, dans la réception de ce livre, il y a eu beaucoup de... Pour moi, c'est le premier, comme celui-là, mais le premier, c'est des nouvelles très, très politiques, en fait, très politisées. Ah bon? Ben, ouais, Ouais, faut que je le lise, j'ai hâte. mais dans la description qui en a été faite, tu verras, c'est pas du tout le cas. En fait, on dit, ah, c'est des histoires d'amour, un peu, machin, exil, langue, je sais pas quoi. C'est vrai aussi. Mais genre, il y a une réalité politique derrière, qui est pas forcément adressée de façon pédagogique. Je dis pas, alors, oui, je sais pas quoi, les Israéliens, machin, blablabla. Mais c'est là, ça informe toute la vie de ces trois histoires, en fait, de ces trois personnages, enfin, de ces trois séries de personnages. Et en fait, du coup, je me suis dit, ok, je croyais que c'était un truc méga politique, mais apparemment pas. Pas du tout. Du coup, là, il y avait ça aussi dans celui-là, c'est que je me suis dit, non, mais là, je veux pas tu vois, qu'on me dise, ah oui, c'est trop mignon et tout. Genre, non, je voulais pas que ce soit mignon. Enfin, il y a des choses dont je veux qu'elles soient mignonnes aussi, mais genre, je voulais que ce soit trash. Enfin, c'est pas trash non plus, mais ouais, enfin, que Incisif. ça donne un peu une claque politique aussi. Ouais, Et c'est ça. incisif, voilà. Et c'était intéressant ce que tu disais sur ton rapport à la langue. Je sais pas si tu écris aussi en arabe, mais est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que tu écris et en quelle langue? Je sais que, par exemple, tu m'entends? Tu m'entends bien? Et je t'entends pas trop bien, en fait. Ah mince. Je suis désolée, c'est la Un peu. connexion. Le rapport aux langues, puisque tu disais que tu écrivais des choses en différentes langues. Est-ce que tu écris aussi en arabe? Malheureusement non, parce que mes connaissances en arabe écrit classique sont pourries. Je sais l'écrire et le lire, mais vraiment pourri. Par contre, c'est une envie que j'ai toujours un peu pour après. À un moment, ça serait d'écrire un truc plus basé sur des dialogues en palestinien. Il y D'accord. a pas mal d'idées, mais pas tout de suite. Sur le rapport d'écriture dans des langues, alors déjà, c'est ce qui est toujours cool, c'est que pour moi, enfin, voilà, je conçois l'écriture comme
comme un artisanat un peu, c'est quelque chose voilà, sur lequel tu travailles, c'est presque manuel comme travail, l'écriture. Et donc les langues un peu comme aussi des matériaux, avec leurs propriétés, leurs limites, leurs potentialités. Enfin, vraiment, tu peux faire des choses très différentes. Par exemple, un exemple tout anecdotique, mais en même temps que moi je trouve qui influe comment j'écris, par exemple en français ou en anglais. En anglais, tu as beaucoup plus de potentiel pour décrire la lumière et le son en français. Donc tout de suite, dans les possibilités de description, il y a d'autres choses qui se présentent. En français, tu as d'autres choses que tu peux faire. Enfin voilà, tu as des matériaux quoi, avec des propriétés différentes. Donc ça, c'est assez chouette. Maintenant, l'autre point important et que j'aime bien rappeler, c'est, pardon, c'est que l'écriture, enfin pas l'écriture, la littérature, c'est des industries. Quand même, enfin je veux dire, c'est une profession qui y entrer, c'est pas facile. Faut soit avoir vachement de bol, soit des connexions, soit, enfin voilà, c'est vraiment pas facile. Euh, et c'est des industries qui, entre les différentes langues, sont assez hermétiques les unes aux autres, en fait. Donc, par exemple, c'est pas que j'ai deux carrières différentes, mais presque. C'est-à-dire qu'en français, je suis un écrivain publié de livres. En anglais, j'ai publié des trucs dans des revues en ligne, etc., mais je n'ai pas publié de livres. Donc, j'ai deux statuts très, très différents. Et du coup, deux rapports assez différents à la manière d'écrire. Et ça pose vachement de questions, quoi. C'est genre, bon, bah maintenant, là, tout de suite, je travaille sur un bouquin en anglais, un livre en anglais. Mais en anglais, j'ai pas d'éditeur, j'ai pas d'agent non plus. Donc, et puis, parce qu'il faut des agents en anglais. Enfin, et du coup, je suis vraiment dans Dans deux dynamiques qui sont différentes en fonction des... totalement différentes. Et du coup, qui influent aussi, pas forcément sur ta manière d'écrire, mais sur ta sur ton rapport, tu vois, quand j'écris en français, sans supposer que automatiquement je vais publier, parce que c'est pas le cas, mais j'ai une perspective. Je peux imaginer que je vais écrire un truc qui va être lu au moins par mon éditrice. Donc, peut-être qu'elle va me dire non, c'est de la merde, Karim, on publie pas ça. Peut-être qu'elle va adorer, peu importe, mais au moins, tu vois, j'ai ça comme perspective. Ce qui change ton rapport à l'écriture. Parce que tout d'un coup, tu te dis, ouais, c'est possible, en fait. Ah ouais, c'est possible, ce truc peut devenir un livre un jour. Ce qui, encore une fois, n'est vraiment pas donné. Moi, j'ai eu énormément de bol pour que ça se passe comme ça. En anglais, c'est différent. Ouais, je sais que je peux Je publier dans... pense il y a plus que du bol, c'est aussi beaucoup de talent, beaucoup de travail, c'est un croisement, une rencontre entre plusieurs facteurs aussi. Peut-être beaucoup de travail, mais au final, il y a beaucoup de gens qui, tu vois, qui y mettent beaucoup de travail et qui n'ont pas d'éditeur. Enfin, aussi, je pense que c'est important de reconnaître. Enfin, moi, ça me tient à cœur de reconnaître aussi cette part oui, de croisement. Il s'est avéré qu'à un moment, un truc s'est passé pour permettre que, et c'est plein d'éléments différents qui donnent ça, mais c'est comment, ouais, c'est important aussi pour pas entretenir, tu vois, je trouve qu'il y a un peu, surtout dans l'industrie francophone, je trouve, il y a un peu un mythe de comment tu publies, en fait. Et en vrai, bah, c'est un monde pas très sympa, peut être assez dégueulasse, Ouais. pas Elisade, qui sont formidables, mais genre, je veux dire, le monde de l'édition, Et, qui peut être dur, enfin, etc. Et donc, faut essayer de le dire. mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'Elisade, c'est une maison d'édition qui est basée à Tunis. Donc tu publies en français, mais depuis l'Afrique, et c'est juste génial, quoi. Ah, C'est... Ouais. moi, c'est un truc que j'apprécie énormément chez Elisade et chez aussi d'autres voilà, éditeurs euh, en français ou d'ailleurs en anglais, mais qui choisissent d'être basés donc là, dans les pays arabes. Moi, le fait de. En fait, tu vois, tu décentres totalement la question. En fait, au lieu de publier à partir de Paris ou à partir de la France des trucs qui circulent ailleurs, là, tu publies à Tunis des trucs qui ensuite circulent en France et ailleurs. Ça Ouais. vient avec son lot de complications, évidemment, de questions logistiques. En termes de visibilité, c'est pas forcément la même chose. C'est très, très différent, bien sûr. Mais Tu cette prends le contre-pied, encore une fois. ouais, ouais, ouais. Là, vraiment, et puis là, tu prends le contre-pied où tu dis,
Enfin, non, en fait, la littérature qui est excitante aujourd'hui, c'est la littérature francophone. Ce qu'on appelle francophone, c'est pas forcément. Il y a des trucs, bien sûr, intéressants partout, sans généralisation. C'est pas forcément la littérature produite dans les hauts lieux de la littérature. Et, euh, et tu vois, enfin, ouais, il y a déjà, de façon générale, les éditeurs indépendants, que ce soit, enfin, même ceux qui sont en France, c'est là où on trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est là que je lis les trucs qui me, qui m'intéressent le plus, que je trouve les plus excitants, les plus Mm. fous, la qualité. Euh, Tu trouves des trucs chez les grands éditeurs, évidemment, mais chez les indépendants, il y a toujours un truc, quoi. Ouais. Et, voilà, chez les éditeurs hors France. Enfin, et changer cette circulation, enfin, encore une fois, c'est pas quatre éditeurs qui vont modifier une industrie non plus, mais voilà, ça pose des questions. Si tu te dis, ouais, bah, en fait, ça va sortir de Tunis pour aller à Paris, pour aller à Saint-Germain-des-Prés, tu vois, c'est pas à l'inverse, c'est pas mal. Franchement, c'est ce qui donne aussi envie, c'est ce qui m'a donné envie de te lire. Je te le dis aussi avant de l'acheter, de découvrir que c'est un livre fabuleux, c'est que ce soit dans ce sens-là. Bah, ça me fait plaisir, hein. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de me dire, ouais, il y a cette curiosité-là. C'est que... Mais moi-même, quand j'ai découvert Elisade, je me souviens, c'était oh là là, le festival, le Maghreb Orient des livres, Mhm. à l'Hôtel de Ville de Paris. Et le premier truc, je me souviens très bien, genre ça m'a attiré parce que les livres sont magnifiques, Ouais. donc j'avais vu ces trucs-là au loin, j'étais allé voir ce que c'était. Ensuite, tu sais, tu vois, voilà, c'est bon, des éditions en Tunisie, tu dis quand même c'est stylé. Plus loin, j'avais vu, je me souviens, il y avait Barzac, donc des éditions à Alger, tu dis quand même Ouais, c'est ouais. stylé, quoi. Là, tous ces trucs, tu dis ouais, c'est cool, c'est excitant. Enfin, ça veut pas dire que tout ce qui est fait ailleurs est forcément complètement génial, mais genre la perspective, tu te dis, mais même nous qui sommes, je dirais, qui, qui sommes déjà curieux de ça, même nous, ça nous change notre perspective en fait de Ouais. voir ça. Qu'est-ce que ça doit être, quoi. Donc c'était une volonté de ta part ou c'était finalement un concours de circonstances Oh aussi? non, à la base, c'était un concours de Ok. circonstances. C'est aussi que Elisade. C'est un concours de circonstances, mais j'aurais pas pu souhaiter mieux. Ouais, Euh, En fait, d'accord. enfin, C'est clair que ça, et ça te correspond vraiment, je pense. Quand on te lit et on se rend compte, on prend connaissance des éditeurs, on est ravis. Et je voulais te demander, je sais que tu as étudié la littérature, je crois que tu es docteur aussi en littérature comparée, c'est ça? Quelles sont toi tes inspirations, les écrivains que t'adores? j'ai toujours vachement de mal à répondre à cette question parce que à chaque fois que j'y réponds, après je regrette, je me dis mais non, mais il y a tous les autres que t'as pas dit. Du coup, comment t'as osé? Enfin, pourquoi t'as dit ça, t'as pas dit ça? Et du coup, je commence à délirer tout seul en me disant oh là là. Euh, et surtout, enfin, je suis un lecteur assez vorace. J'adore lire. Je trouve que voilà, c'est un plaisir. Les seuls moments où je lis pas, je pense quand j'écris beaucoup, enfin quand je suis Tu lis pas? vraiment à fond dans un truc, j'évite de lire pour éviter aussi de. En fait, quand j'adore des trucs, je sais pas si tu te reconnais dans ça, mais en fait, quand j'adore des trucs, j'ai envie d'écrire pareil aussi. Ouais, Genre, je me dis, ah ouais, trop écrire comme ça. Et, et du coup, je commence à mimer, tu vois, et du coup, je commence à écrire. Et c'est cool, ça fait partie tu vois, du processus. Aussi, tu métabolises d'autres voix, puis tu en fais autre chose. Mais genre, quand j'écris, enfin, quand je suis en train de finir genre un projet, je me dis, non, là, tu vas rien lire parce que tu vas adorer des trucs et tu vas. Enfin, et tu veux juste plagier. euh, du coup, en fait, tu C'est vas te ça. retrouver à plagier des trucs. Mais du coup, je lis de tout. Tout m'intéresse, les trucs qui m'influencent. Enfin, moi, j'ai une culture très classique. Enfin, je veux dire D'accord, ok. classique, au sens de vraiment culture européenne. Genre, je sais pas, j'adore à la fois genre, mes influences, c'est tout autant l'Odyssée qui est très présente dans ce bouquin. Ah oui, alors je vais répondre comme ça, tiens. Je vais plutôt répondre pour te dire les genres d'influence qu'il y a Dans le bouquin, dans super. le palais de Colline. Mais tu trouveras autant de trucs qui viennent de l'Odyssée. Il y a même parfois, c'est pas dit comme ça, mais presque texto, des bouts des expressions empruntées à l'Odyssée qui sont dans le bouquin. Je sais pas, Racine, Shakespeare, et en même temps, il y a des trucs de science-fiction, il y a des trucs ultra modernes. Je lisais vachement de trucs de Maya Angelou à un moment de l'écriture, donc il y a un peu, enfin, parce que c'est prétentieux de dire un peu d'elle, tu vois, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a coloré
avec ça parce que je lisais vachement ça. Je lisais vachement de littérature japonaise à ce moment-là aussi, donc il y a un peu de ça dans les descriptions, notamment des lumières et des plantes. Oh, Euh, super. il y a plein, en fait, il y a plein de trucs. Parfois, ça va être un adjectif en fait qui a été pris d'un bouquin de Mishima parce que j'ai trouvé ça incroyable. Mais c'est fou, maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'arrive à capter l'Odyssée et la littérature japonaise aussi, donc je suis fan dans les descriptions, c'est ouf, ça me donne envie de relire, d'être surligné pour bien capter. Et puis, il y a d'autres Et trucs, tu vois, il y a genre Colette à fond, parce que Colette, c'est quelqu'un que j'adore. Il y a des jeux vidéo aussi, c'est pas que l'écriture. Il y a plein de musique. Enfin, tu vois, il y a plein, plein, plein de choses. ouais, donc c'est pas que des influences littéraires, c'est tout ce qui Non. t'accompagne au quotidien. Ouais, et puis il y a de la pop. Alors là, je me souviendrai plus, mais il y a vraiment des trucs. Je pense qu'il y a des moments où si tu cherches bien loin, tu te rends compte qu'en fait, c'est une traduction un peu chelou d'un passage de Britney, tu vois. Enfin, genre, il y a plein de choses Ah, différentes. c'est super intéressant, vraiment, ça donne envie de le relire. Et du coup, j'avais une dernière question à te poser pour conclure, et pour ceux qui ont déjà lu le livre et qui nous écoutent, je pense qu'ils comprendront. Est-ce qu'il faut être le fils d'un propriétaire et d'une sorcière pour posséder un bien dans le territoire d'imaginaire? Intéressant. Intéressant. En Parce fait, que c'est comme ça, quoi. l'un des trucs qu'il y a dans ce bouquin, qui est pas, enfin, qui m'importe aussi, c'était de remettre, enfin de remettre, de mettre en tout cas au centre du propos aussi la question de la classe sociale. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Enfin, c'est ce qui rend Faisal, je trouve, à la fois sympathique et en même temps insupportable. C'est que c'est, voilà, c'est, je veux dire, c'est un gosse de la très, très, très haute bourgeoisie palestinienne. Sa grand-mère, elle est à la fois. Enfin, tu sais pas ce qu'elle défend, en fait. Tu sais pas si elle défend sa propriété comme une capitaliste, ce qu'elle fait aussi, tu vois, genre, mais genre de manière, genre, d'où on va venir me voler, moi, qui suis pété de thunes et ou si elle défend un projet d'émancipation. Et c'est un peu des deux. Et c'est toujours un peu des deux. Et c'est toujours cette contradiction, pour le coup, qui moi-même même me traverse un peu, parce que moi-même, je suis un bourgeois, tu vois, et je pense que c'est important, pareil, de le dire, en fait, de dire, c'est, enfin, bref. Et en fait, que ce soit ta dernière question, c'est aussi, c'est compliqué, parce que j'ai envie de dire plein de trucs, c'est parce que pareil, Ah, vas-y, je le t'en prie. tu vois, c'est toujours ce truc de la littérature qui est à la fois hyper excluante socialement, et en même temps dont le but n'est pas de l'être, en fait. Le but, c'est l'inverse. C'est censé être un C'est truc inclusif. d'être inclusif à fond, enfin, genre vraiment à fond de fond. Enfin, genre, presque, tu te dis, il y aurait peut-être rien de plus inclusif que ça. Mais en même temps, c'est pour ça que je parle beaucoup d'industrie, parce qu'en fait, c'est une industrie. Donc, acheter un bouquin, ça coûte un certain prix. Entrer dans une librairie, déjà, aussi, c'est pas évident, en fait. C'est pas facile de se sentir autorisé à entrer. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il y a une exclusion de la littérature. En même temps, bah non, moi, je voudrais qu'elle ne soit pas du tout. Euh, et, et c'est vrai que du coup, disons que Faisal, de ce point de vue-là, en fait, pour avoir le temps d'écrire, il faut avoir les moyens d'avoir ce temps aussi. Il faut avoir l'espace d'avoir ce temps. Clairement. Et lui, bon, bon, c'est tragique dans sa situation, mais euh, il a un peu le luxe, ou en tout cas le temps de l'aristocratie, tu vois. Et c'est compliqué, c'est sans non plus juste condamner ça comme si c'était. Enfin, voilà, c'est un mélange de plein de choses qui fait qu'effectivement, quelque part, euh, il entre dans l'imaginaire, pas que à cause de ça, mais aussi parce qu'il a le temps d'y entrer, en fait. Et j'ose espérer que c'est pas que ça, hein, c'est pas, je dis pas que c'est la seule manière de le faire, mais c'est vrai que lui, il a il a un peu le luxe d'entrer dans ce temps. Mais en même temps, c'est pas, enfin, c'est pas la seule manière de le faire. C'est vrai que j'avais pas lu le livre avec cette perspective-là, pardon. Mais dès les premières lignes, tu le dis, il a la chance d'avoir été en internat, d'avoir été à l'international. Et c'est vrai qu'il y a cette question de classe, effectivement, qui me donne encore une fois envie de le lire, une fois de plus. Mais je vais commencer par Préliminaire pour un verger futur. Celui-là, il faut que... J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Donc vraiment, bah, merci beaucoup pour ce travail. C'était un plaisir de te lire. Tu travailles sur autre chose en ce moment, c'est ça? C'est un livre en anglais, c'est ça?
Ouais, mais bon, là, je On sais est... pas quand il sera fini, quand il sera, mais ouais. Et Tu veux en parler même de la temps, thématique ou pas du tout? oui, après, elle n'est pas assez spécifique. Enfin, si, elle est spécifique, il y a un projet, mais en gros, c'est un roman qui se passe au Japon et qui Ah, explore un génial. peu les migrations aussi des Palestiniens au Japon. Et c'est sous le prisme d'une histoire d'amour. En gros, Super. tu vois. Voilà. Mais non, mais merci surtout à toi de m'avoir donné ce temps. C'est vraiment un plaisir de parler J'espère que, avec aussi plaisir, court. j'espère que Merci pour ta ça donnera envie à d'autres personnes de te lire parce que vraiment, il faut te lire. Donc, et bravo pour ce premier roman, encore une fois. lecture. Merci beaucoup. Merci Karim. Et on s'en rediscute, hein. Je le reçois bientôt, ton ouvrage. Chouette. Merci Ça beaucoup. va. Merci Karim, salut. Ciao.